Êtes-vous plongé dans un univers de sons, de musique? C'est des sons qu'ils ont récupérés depuis qu'ils sont à Natashquan. Ils se promènent, ils enregistrent des sons, ils les travaillent, ils les modèlent. C'est expérimental, c'est très beau. Le projet, c'était de la musique avec un focus sur les cultures anciennes, traditionnelles. Okay. On faisait beaucoup d'échantillonnage de musique du monde. Puis Natashquan, Benoît, il s'est rendu là pour la première année du festival de contes et légendes de Natashquan. Inukadi. Ça s'appelle Inukadi. Et puis l'année d'après, il m'a invité pour qu'on fasse la première fois le projet comme de musique électroacoustique à Natashquan. Au départ, c'était de collecter des échantillons auprès des aînés, auprès du territoire, auprès des gens de la communauté, sur le lieu, in situ, puis d'en faire des concerts le soir. Donc, on prenait des séries d'échantillons le jour même, puis on en faisait un concert de musique le soir, électroacoustique dans un chapiquan, une tente traditionnelle, durant le coucher du soleil. Fait qu'on en a fait, en 2010, on en a fait 3. En 2011, on en a fait 4. Puis à partir de tout ce matériel-là qu'on a ramassé sur 2 ans, là, on a commencé à créer la pièce qui s'intitule maintenant Bâton de parole. Et éventuellement, ça va être un cycle de composition, donc plusieurs pièces sur le thème Innu. Musique électroacoustique, c'est basé sur l'échantillonnage, donc l'enregistrement de sons. Puis les sons sont utilisés pour être transformés en tant qu'objets musicaux. Donc c'est comme une note de violon, mais on peut prendre un son concret, n'importe quoi. Une table qui bouge, ça fait un son, on l'étire, on le place dans l'espace en contexte avec d'autres sons. Donc c'est un peu ça la musique électroacoustique. En plus de la partie enregistrement audio au microphone, il y a aussi la partie synthèse musique électronique. Donc c'est une fusion de toutes les lutheries de musique électronique. On fait du traitement, du matériau par le traitement, on transforme le matériau, puis ensuite de ça on fait du montage, du filtrage, des amalgames, une symphonie de son. Ça date des années fin 40, début 50. Ça a commencé par expérimentation sur table tournante. Ça a passé sur bobine. Puis ensuite, maintenant, on est dans le numérique. Fait que c'est une autre relation avec le médium. Effectivement, moi j'ai été amené à aller à Natashquan, à rencontrer la communauté de Natashquan, la communauté Innu de Natashquan sur son territoire, qui parle encore sa langue. On appelle encore ça une réserve, c'en est encore une. C'est une rencontre qui m'a beaucoup touché et qui m'a donné un peu l'idée de faire donc, ce dont Jean-François vous a parlé, d'y retourner l'année d'après pour créer en collaboration, en interaction un peu avec ce milieu-là, ces gens-là. Et au centre du collectage qu'on a pu faire là-bas, il y a des cercles de parole donc organisés par le festival Inukadi et qui invitait en fait les aînés de la communauté Innu à rencontrer qui voulait bien participer pour échanger sur toutes sortes de thématiques. Et c'était vraiment au départ de tout notre travail, c'est-à-dire ces rencontres-là qui avaient lieu quotidiennement. On y assistait, on y participait, on enregistrait. Et le soir même, on faisait des concerts semi-improvisés à partir de ces prises de son-là. Donc c'est comme ça qu'on a eu accès, pour commencer, à cette parole-là qui est quand même assez rare et pas si facile d'accès que ça.
Ma mère a dit qu'elle est née dans le territoire, au nord ici, là, vraiment très loin au Labrador. Ça s'appelle Missounipi. C'était mois de janvier. Sa mère a accouché lors d'une tempête. Il paraît qu'il faisait très fort au mois de janvier, en début de janvier. Je pense que c'est essentiellement partager cette rencontre avec la communauté de Natashquan. Encore une fois, c'est une réalité qui existe aujourd'hui et qui est très méconnue, en tout cas de ce que j'en sais. Pour nous, ça a été une rencontre très enrichissante, autant de constater la réalité de la communauté aujourd'hui que de recevoir les témoignages des aînés. Il y a des personnes qu'on entend dans la pièce qui ont 85 ans dépassés même. Donc d'ici quelques années, la vie est ainsi faite que ce témoignage-là, on l'aura plus. Puis son chant s'intitule Il demande à son père, son ancêtre, de l'aider dans son cheminement. C'est des gens qui ont vécu une autre réalité, qui ont vécu la transition à la sédentarisation, etc. Donc c'est des témoignages très précieux et pour les partager, on a décidé de mettre ça en musique. Donc je pense que c'est quand même l'essence du projet. Et après, d'utiliser notre langage de musique expérimentale, ça s'est fait un petit peu naturellement parce que nous, c'est notre passion, c'est comme ça qu'on s'exprime. Assez bien, en fait, parce qu'ils ont trouvé que c'était une belle façon de communiquer. Puis eux-mêmes sont pris dans le problème entre tradition et modernité, c'est-à-dire qu'il y a un manque de communication entre les grands-parents et les petits-enfants. Donc, les petits-enfants, par le concert, la technologie, les microphones, les enregistreuses, ils embarquent, ça les intéresse. Puis, ça leur permet d'écouter des choses que les aînés ne leur diraient pas directement, en fait. Donc, il y a un pont à ce niveau-là. Puis, ils ont été très favorables à notre présence et à notre expérience. Dans le cadre du festival, c'était le seul concert gratuit, je pense, le seul spectacle gratuit. Fait que pour que la communauté ait accès à ce qu'on est en train de faire. Ça, du coup, c'était libre, c'était dans une grande tente traditionnelle. Et des gens qui rentraient, qui sortaient, des gens qui restaient là, des enfants, des chiens, tout le monde était là. Tu arrives préparé. Ça, c'est sûr. Mais pour ce qui est de bâton de parole, c'est une pièce qui est fixée. Donc elle est composée en studio, elle ne bouge plus. Ce qui se passe dans les conditions idéales live, c'est qu'elle est diffusée dans l'espace. Donc on l'a répartie sur 3 pistes indépendantes et qui sont diffusées en temps réel dans l'espace indépendamment. C'est une spatialisation live qu'on fait. Il y a plusieurs pistes de l'ordinateur qui sont envoyées à la console, puis on a un ensemble d'une vingtaine de haut-parleurs qui fait le tour de la pièce, et puis c'est nous qui envoie le son dans chacun de ces haut-parleurs-là. Donc à deux, il y a plusieurs canaux, plusieurs voix, il y a une polyphonie qui se crée, puis chaque courant auditif a une trajectoire différente. Donc ça augmente la réception est plus physique au niveau de l'auditeur, tu sais. Puis le son est détaché aussi, ça fait que tu entends mieux les sons
il y a plus de fidélité sonore parce que tout est détaché là, par rapport à l'autre. Les sources sont vraiment séparées, donc on crée des espaces pour chaque courant auditif. C'est un métier aussi de diffuser. Tu sais, on est dans un milieu, dans un monde où l'industrie de la musique est très organisée, très structurée, avec beaucoup de normes de diffusion, autant formelles que la forme de spectacle, etc. Nous, on s'exprime dans un médium qui est différent de tout ça. En plus, on parle de choses qui de plus en plus intéressent le monde, mais qui sont quand même pas de l'ordre du divertissement pur et simple. Donc ça prend effectivement des conditions. Mais il y en a des contextes, mais c'est un petit peu un défi, puis c'est un métier. C'est beaucoup de l'articulation et des gestes et des couches qu'on modélise, qu'on amalgame, puis avec laquelle on essaie d'aller chercher le sentiment poétique le plus fort possible. Puis ce qui est fort de la musique électroacoustique, c'est que oui, il y a le matériel musical, sentir les harmonies, les notes, les accords, mais aussi tout ce qui est médium, culturel. Et puis là, ben, ça a un fort impact. Quand les deux entrent l'un dans l'autre, ça a un impact assez fort, assez puissant au niveau poétique. On est beaucoup dans l'expérimentation à deux. C'est-à-dire que de projet en projet, on renouvelle notre langage quasiment constamment. Donc, en interaction tout le temps, Jean-François amène quelque chose, je le retransforme, je le donne, puis je retransforme. On avance tout le temps comme ça. L'idée, c'était d'utiliser, pour ce qui est un peu de la recette, c'était d'utiliser uniquement des prises de son qui ont été faites à Natashquan. Donc autant la parole que l'environnement et les instruments, les rares instruments dont le tambour. Et l'idée, c'était justement de plonger l'auditeur dans l'univers sonore du territoire Innu pour être cohérent avec la parole enregistrée et ce qui se dit en mots. On s'est aligné comme dans... c'est comme si tu faisais une grande marche. Dans le fond, tu passes par un territoire, il y a une saison, il y a une autre saison, il y a la forêt, il y a la réserve, il y a la parole. Puis on a voulu articuler la matière pour pas que ça soit dense, qu'il y ait beaucoup d'espace entre les gestes, entre les sons, qu'on sente évacuer, puis qu'on sente aussi la grandeur du territoire. Le silence, c'est l'espace aussi qu'il y a entre les objets, tu sais, c'est faire le vide,
très important dans notre articulation, le serrer le silence. Pour moi, c'est un peu comme dans le cinéma ou dans la photographie, le silence, c'est que c'est un espace qui est créé. C'est comme si tu as un noir avec une petite figure blanche, tu sais, le silence représente le noir. Il est essentiel à ce que le petit point blanc ait cette forme-là. Puis en musique, l'objet sonore a une forme aussi. Donc le silence, c'est l'extrême relief que tu peux avoir. C'est l'extrême éloignement du background que tu peux aller chercher. Fait que c'est un peu, comparé en termes photographiques, ce serait ça le silence. Moi, je pense que l'avenir est dans l'interaction avec les autres formes d'art. Dans aussi beaucoup la relation entre qu'est-ce que c'est un musicien, un interprète traditionnellement, puis qu'est-ce que c'est que la facette électronique de la musique. Puis il y a tout l'aspect culturel qui est... C'est en constant développement, je sais pas si... Un peu à l'inverse, en fait, moi j'aurais tendance... Parce que pendant quelques années, j'étais moins dans la forme électroacoustique de concert, comme on l'a faite pour cette pièce-là et on l'a donnée l'hiver dernier. Et ça m'a fait beaucoup de bien de retourner là-dedans, justement parce qu'il n'y a pas d'image et que le son est travaillé en sorte spatialisé, comme on te l'a expliqué tout à l'heure, de manière à ce que c'est déjà très très intéressant. Il y a déjà beaucoup de stimuli, on peut fermer les yeux et passer un très bon moment pendant 1 heure à juste écouter. Et j'aurais tendance à être optimiste pour cette formule-là, en fait. Il s'agit de la faire connaître, de la partager, de faire rencontrer cette forme-là aux gens, mais j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui peut-être plus prendre place maintenant qu'on a entendu de la musique électroacoustique dans toutes sortes d'œuvres multimédia, dans les films, dans le bruitage, etc. Quand on sort ça du contexte de la réutilisation, quand on revient à l'essence de l'électroacoustique en concert, les gens sont peut-être plus ouverts qu'ils l'étaient il y a 40 ans. Et moi, j'aurais tendance à être optimiste pour cette forme-là de concert. Ouais. C'est sûr que ça travaille une zone du cerveau, tu sais, c'est pas une question de progrès technique, dans le fond, c'est juste de travailler la partie de ton cerveau qui est auditive, dans le fond. Je pense qu'on invite justement les gens à venir vivre une expérience qui les sort un peu de la distraction. C'est comme on disait tantôt, c'est pas du divertissement, c'en est jusqu'à un certain point, bien sûr, mais on sort de la distraction, du flot d'informations, de la stimulation perpétuelle de nouvelles choses, pour arriver à offrir un espace où on s'assoit, on ferme les yeux et on écoute pendant 1 heure une histoire. Le rapport au temps et à l'espace aussi du territoire inou, c'est un autre... c'est tout à fait différent de ce qu'on connaît, surtout dans le monde moderne. Ouais, on dit souvent que le temps s'arrête à notre âge. On s'est beaucoup inspiré de ça.